conférence, en fait, c'est pour vous parler de la force du collectif. Alors peut-être que tout à l'heure, vous étiez sur un atelier j'ai travaillé on a fait un atelier sur la force du collectif, qui a marché à peu près bien. Hein, il y a certaines personnes qui l'ont fait un peu capoter. Ouais, il est en train de faire autre chose. Il n'entend pas. Et c'est assez impressionnant d'être là, parce que l'amphi, il est quand même de fou la taille, quoi. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, voilà. Ah, voilà, ça fait venir peut-être un petit peu du monde. Alors évidemment, c'est une tradition, mais c'est aussi, je trouve, très important, c'est de remercier les sponsors. En fait, sans les sponsors, on n'aurait pas un événement dans une belle salle avec cette organisation. Donc je crois que ça va peut-être nous énergiser, faire un petit peu de bruit et remercier les sponsors. Merci pour eux. Ah ouais, j'ai pas entendu grand-chose, moi. Ouais, c'est un peu. Et puis, moi, je l'ai vu à Grenoble, ce mec-là, là-bas. Je l'ai vu à Grenoble. Il y avait un bruit de malade. Ouais. Moi, je suis sûr qu'à Lille, on peut faire mieux. Ah, on peut faire mieux à Lille. C'est un peu mieux, mais allez, on crie. Il faut crier un peu, là. Sous la pédale, parce qu'en fait, il y a aussi des gens qu'il va falloir remercier particulièrement. Et là, j'aimerais bien qu'on fasse vraiment de bruit, beaucoup de bruit. Mais en fait, c'est eux. Alors, c'est pas la photo habituelle, mais là, des fois, il y en a de dos, vous avez peut-être reconnu. C'est les organisateurs qui font un travail vraiment formidable. Je ne sais pas s'il y a des organisateurs parmi vous, tout le monde ne le sait pas, mais en fait, regarde à droite comme ça se prépare pendant toute l'année. Il y a beaucoup, beaucoup de travail en amont. Donc, si vous voulez bien, je pense que pour eux, on peut faire un maximum de bruit. Un maximum de bruit. Ouais. On veut vous entendre crier. Allez, je vais me présenter. Alors, moi, je suis venu déjà quelques fois. Je crois que j'ai mis un compteur à 5, mais je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment exact. Ça fait plusieurs fois que je donne des conférences ou des ateliers à l'Agilil. Et j'aime vraiment cette ville. Là, j'en avais discuté tout à l'heure. J'aime particulièrement l'Agilil, l'ambiance et l'organisation. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir d'être là. Le 31, c'est parce que je viens de Toulouse. Voilà, 31, c'est l'indicatif de la Haute-Garonne. Ça fait 25 ans que je travaille dans une société qui s'appelle Viveris. Je crois que j'ai même triché, je crois que ça veut faire 26 maintenant. J'ai 50 balais et ça fait 10 ans, voire un peu plus, que je suis dans l'agilité. Alors j'étais Scrum Master. Aujourd'hui, je suis chargé d'affaires. J'accompagne pas mal d'équipes, agiles ou pas agiles d'ailleurs, pas forcément, c'est pas forcément une obligation. Je suis facilitateur de manière générale, je donne des formations agiles. Je fais aussi des interventions dans les écoles, j'aime beaucoup ça. Et puis des interventions comme là aujourd'hui. Voilà, donc je m'éclate beaucoup à faire ça. Alors si je suis là aujourd'hui, ça c'est mes petits logos pour m'en rappeler. Déjà c'est pour partager des choses avec vous. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de me connecter avec vous. Donc si je vais dire des choses que vous allez peut-être être d'accord, pas d'accord, j'ai aucun souci avec ça. Moi ce qui est important, c'est que plus que de répondre dans un rôti, venez me voir pour échanger. Moi, c'est ça, en fait, que je gagne à venir dans ce genre d'événement. Donc, venez me voir, je suis là avec vous pendant plusieurs jours. Alors, en fait, cette conférence, c'était à la base deux questions. La première question, c'était quels sont les facteurs clés d'un collectif agile performant ? C'est une question que j'ai l'occasion de me poser au quotidien. Et aussi, identifier les facteurs clés, c'est bien. Mais surtout, après, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour élever la performance du collectif ? C'est quoi nos leviers, en fait, après tout ? Alors, en fait, moi, pour ça, j'ai envie de vous emmener dans un univers un peu particulier. J'ai envie de vous emmener dans l'univers du cirque. Je ne sais pas si vous connaissez. Et un peu comme tous les spectacles de cirque, en fait, c'est pour tout public. Alors, si vous êtes expert dans l'agilité, vous n'allez peut-être rien apprendre. Et j'espère que je ne vais rien vous apprendre. Dans tous les cas, vous êtes bien invité dans cette conférence. Et puis, si vous êtes débutant dans l'agilité, peut-être que ça va semer quelques graines. En tout cas, j'espère. Voilà, je voulais vous partager en tout cas ça avec vous. Alors, un petit exercice que je vous propose, et puis vous verrez, ça servira pour plus tard. Quand je vous parle de cirque, il y a des circassiens, il y a des artistes. Je vous laisse réfléchir pendant quelques secondes et essayer de trouver, d'imaginer 1, 2 ou 3 artistes de cirque dans votre tête. Je vous donne quelques secondes là-dessus, pour ça, et ça va resservir plus tard. Yvan sont là. Il fait soif. Vous avez tout ça dans votre tête ?
Alors si c'est bon, on peut continuer. Alors moi, j'ai trouvé l'univers du cirque particulièrement inspirant. Parce qu'en fait, le cirque, c'est quoi? Ce sont des artistes, des métiers différents, qui ont quand même ce point commun d'améliorer leur niveau de performance et leur niveau d'agilité. Et s'ils améliorent leur agilité, leur performance, c'est pour leur propre satisfaction. Généralement, c'est des métiers passion. Mais si ils font ça, c'est aussi pour livrer le meilleur produit. Et leur produit à eux, c'est le spectacle. Et la qualité du spectacle, en fait, elle est mesurable. Elle est mesurable par peut-être le niveau d'applaudissement. Je ne sais pas, il y a peut-être quelques KPI. En tout cas, l'objectif final, c'est la satisfaction du client. Alors, je vous invite à cette réflexion. Lorsque vous mettez en place dans votre organisation des changements agiles, lorsque vous mettez en place des frameworks, des choses comme ça, est-ce que dans ce que vous faites, est-ce que ça a vraiment une satisfaction pour les membres de l'équipe ou pour l'utilisateur final? Parce que si ce que vous mettez en place n'a aucune satisfaction pour les membres de l'équipe ou l'utilisateur final, je vous invite à vous poser une question si vous n'êtes pas en train de faire finalement du bullshit. En tout cas, moi, cette manière de réfléchir, ça m'a pas mal aidé à éviter de faire des choses inutiles. Alors, je vous laisse réfléchir à ça, c'est une question pour vous. Et peut-être qu'après, on en discutera tous ensemble. Alors, je vais me recentrer quand même sur les facteurs clés d'une équipe agile performante. Alors, c'est un peu mon métier au quotidien. Moi, quand j'essaye de mettre en place des équipes, déjà, moi, la première chose, c'est que j'essaie de faire un super casting. J'essaye de mettre des killers dans mon équipe pour me donner toutes les chances pour que ça marche. Peut-être que vous faites aussi la même chose, je ne connais pas le métier de chacun. En tout cas, moi, c'est mon métier. Et j'essaie de trouver des personnes qui ont un savoir-faire et aussi un savoir-être, qui marchent bien, qui matchent bien avec le métier. J'aime bien, par exemple, que les Scrum Masters soient des gens créatifs, communicants. J'aime bien que les Product Owners soient des personnes avec une certaine rigueur et un goût pour le produit. Voilà, je ne vais pas forcément chercher la même chose en fonction des différents profils. Et comme ça, j'essaie de me constituer ma super équipe. Parce que je pense qu'on a tous des talents, mais on n'est pas forcément bon pour tout. Chacun a sa place, avec les deux écritures possibles, avec accent et sans accent. Et l'image qui est là, c'est une image de Tim Burton, du film Big Fish, je ne sais pas si vous connaissez, où Danny DeVito est super bon dans son rôle de un peu chef de sa tribu de circassiens. Il aurait peut-être été moins bon dans le rôle d'une contorsionniste, par exemple. Voilà. En fait, on est chacun a vraiment sa place. Alors, lorsqu'on crée une équipe de killers comme ça, une superbe équipe, est-ce que finalement c'est suffisant pour que ça marche? Non, peut-être pas, je ne sais pas, peut-être aussi, mais des fois oui. Lewin avait dit en 1947, donc ça date pas d'hier, que le groupe est supérieur à la somme des individus qui le composent. J'adore cette phrase. J'ai essayé de la démontrer tout à l'heure lors d'un atelier, sauf que Antoine me l'a foutu un petit peu en l'air. Mais j'ai envie de dire à cette phrase que moi, ma réponse, c'est un grand oui, quoi. Mais pas forcément, ça dépend aussi d'autres trucs. Et c'est vrai qu'on est passé en 2025 et que je n'ai pas mis à jour ce slide-là. Alors ces trucs-là, mais c'est vrai que je l'avais dit l'année dernière, donc finalement c'est vrai que c'est valable. Alors ces autres trucs, c'est quoi? Je vous propose d'en voir quelques-uns. Tout à l'heure, je vous ai demandé de penser à un artiste de cirque. Vous vous souvenez? Est-ce que des personnes parmi vous ont pensé au clown blanc? Déjà, vous avez pensé à quoi? Vous avez pensé à quel artiste? Funambule? Trapéziste? Et quoi? T'as pensé au clown blanc? Ah oui, l'Auguste, ouais, ok. Le jongleur. Le dompteur. Ah, on va en voir tout à l'heure des dompteurs. Est-ce que des gens, beaucoup de personnes ont pensé au clown blanc? Non, mais il y a Henri, il t'a pas dit, mais lui, il a pensé à l'éléphant. À l'éléphant. Il est spécial, Henri, non? Écoute, il y a des éléphants dans les cirques. Hein. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. En fait, le clown blanc n'y pense pas souvent. C'est un petit peu comme dans nos organisations agiles. Le clown blanc, vous savez, dans le spectacle de cirque, c'est celui qui va cadencer le spectacle souvent.
Enfin, pas forcément que lui, hein, il y a aussi l'Auguste, des fois, qui fait ça. Non, pas l'Auguste, j'ai oublié son nom, bref. Mais le clown blanc, souvent, il va apporter une certaine rigueur, il va cadencer le spectacle, il va créer des enchaînements. Mais pourtant, en fait, malgré toute la rigueur, toute la discipline qu'il va apporter, finalement, ce n'est pas un rôle que l'on repère plus que ça. On a l'impression qu'il n'est pas forcément si important que ça. C'est un petit peu comme chez nous, en fait, dans nos métiers, en fait. Tout ce qui va être autour de la discipline, de la rigueur, du cadre, l'assiduité, la régularité, pour moi, ça, c'est le fondement de nos pratiques agiles. Parce que l'agilité, ce n'est pas forcément un truc de super cool et amusant. On a souvent tendance à penser à la gamification, au poker planning, toute une ambiance bienveillante et tout le tralala. Alors qu'en fait, non, quand même, le fond pour que ça marche, c'est quand même de la rigueur. C'est quand même de la discipline. On n'est pas tous rigoureux, mais au moins la discipline, on peut tous l'acquérir. Alors c'est pour ça que j'ai souvent tendance à faire des traitements anti-mythes agiles, moi, quand je mets en place des équipes. Parce que souvent, on a aussi une vision un peu idéaliste de l'agilité. Vous avez peut-être rencontré, où on se dit « Ah, l'agilité, c'est super, il n'y a pas de documentation. » Ah si, il y en a, mais c'est sûrement, on ne va pas la faire à l'avance, on va la faire au fur et à mesure. Mais moi, qui travaille dans l'aéronautique, je peux vous dire que, ou dans le médical aussi, je peux vous dire que la documentation, il y en a tout autant à la fin, quoi. Ou alors, j'entends des fois dire que dans l'agilité, on fait un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de chef. Non, le monde de l'entreprise, c'est pas ça, quoi. Il y a beaucoup de mythes autour de l'agilité. Donc moi, en fait, la première chose que j'essaie de mettre en place, c'est essayer de casser ces mythes et expliquer en fait ma vision de l'agilité qui crée souvent quelques déceptions. Alors c'est important d'être rigoureux, c'est important de respecter le cadre, mais en même temps, il ne faut absolument pas faire ça. Il est aussi important d'être flexible, savoir casser les règles, les adapter. On n'a pas vraiment de méthode agile, on a certaines approches, mais certainement aucune véritable méthode en termes de solutions clés en main. Alors c'est là aussi que je vais faire la guerre à la chasse à la police de l'agile. Moi j'en ai connu plein, moi j'ai connu des Scrum Masters, alors souvent ils étaient certifiés, ils avaient des PSM1, c'est les plus dangereux. Des personnes qui avaient tendance à appliquer le Scrum Guide un peu à la lettre. Vous savez, moi j'en ai connu un, le daily, au bout de 15 minutes, clac, on arrête, c'est fini, on verra ça demain. Ou alors quand il y a un problème, j'ai déjà vu des Scrum Masters en train de dire, attendez, ça, on verra ça à la rétro. Je te casserai la gueule à la rétro. Enfin, tu vas avoir ta gueule à la rétro plutôt. Donc non, quoi. Il faut quand même casser cette police de l'agile. Alors finalement, l'agilité, c'est quoi? Moi, ma définition, ce serait plutôt cette équipe de funambules. C'est entre la rigueur, la discipline et la flexibilité. Vous savez, c'est un petit peu comme la corde. La corde pour ces funambules. Pour pas qu'ils se cassent la gueule, il ne faut pas que la corde soit trop tendue. Si elle est trop tendue, elle peut se casser. Par contre, si elle est trop souple, on se casse aussi la gueule. Pour moi, l'agilité, c'est un petit peu ça. Alors, je ne vais pas parler forcément de Scrum, mais moi, par exemple, lorsqu'il y a des besoins changeants, ça ne me pose pas de problème de changer un sprint en cours. Après tout, pourquoi pas être flexible? Si jamais ça arrive trop souvent, c'est peut-être la méthode qu'il faut changer, enfin plutôt le framework, peut-être qu'il faut faire du Kanban, il faut faire peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais quand même, le fondement de l'agilité, c'est d'accepter favorablement le changement. Alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord, et c'est pour ça que c'est bien d'en discuter après. L'agilité, c'est aussi l'adaptation du jongleur. C'est vrai qu'on est toujours en train de jongler avec nos priorités, avec nos tâches, pour essayer de tout faire rentrer, pour faire en sorte qu'on arrive à atteindre un objectif de sprint, ou un objectif, pas forcément de sprint, si ce n'est pas du Scrum, enfin bref. Mais plus qu'une satisfaction d'une vélocité correcte. Et moi, je vais vous dire un truc, j'étais Scrum Master. Et quand j'étais Scrum Master, je mettais plein d'outils en place pour avoir une prédictibilité parfaite. Je me faisais vraiment un plaisir à ça. J'avais une prédictibilité qui oscillait entre, 98 et 102%. Mon PO était super content. On pouvait faire des super lignes et on était capable de dire, écoute, ton merdier, je vais te le livrer entre le sprint 8 et le sprint 9. Et généralement, ça marchait. Maintenant, est-ce que j'étais pas à côté de la plaque? Je pense que oui. Parce qu'en fait, je ne m'étais pas forcément rendu compte quand je débutais
que la prédictibilité, qui est liée à la vélocité, en fait, c'est super dangereux parce qu'on est en train de créer des silos. Souvent, ce qui va se passer, c'est que les membres de l'équipe, finalement, ils vont plutôt s'isoler par rapport aux autres, et leur objectif à eux, ça va être de faire leur point. Alors qu'en fait, en réalité, c'est un petit peu comme le rugby. Vous savez, le rugby, alors moi, je viens d'une terre du rugby, un peu, là, de Toulouse, là. En fait, dans le rugby, ce qui se passe, c'est qu'il y a souvent ce qu'on appelle les gros, là, les piliers. C'est ceux qui poussent, mais ce n'est pas les beaux gosses des calendriers qui vont marquer les essais. Ils ne vont pas marquer beaucoup de points. Mais par contre, s'ils ne sont pas là, et en fait, les beaux gosses, ils ne marquent pas les points. Et moi, en fait, dans une équipe, moi, je préfère avoir finalement quelqu'un qui ne va pas marquer beaucoup de points, mais qui va plutôt aider les autres à ce que ça fonctionne. Je vais y donner beaucoup plus de valeur. Du coup, ça veut dire qu'au rugby, tu ne marques pas de points, toi? Non, moi, je ne marque pas de points, moi. Parce que je suis un pilier, c'est ça? Ouais. C'est pas gentil, ça, quand même. Hein. T'as dit que les beaux gosses, ils marquaient pas de points. Non, c'est les beaux gosses qui marquent des points. C'est les piliers, souvent les gros, qui poussent, qui marquent pas de points. Ah, pardon. Et donc, c'est plus important de centrer l'effort sur la performance collective que la performance individuelle. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément compris quand j'étais Scrum Master débutant. C'est aussi la magie de l'intelligence collective. En fait, lorsqu'on se rend compte que lorsqu'on fait travailler cette intelligence collective, c'est le groupe est capable de faire des choses extraordinaires. Hein. On arrive à faire, comme par magie, disparaître des problèmes, faire apparaître des opportunités. Moi, j'adore travailler avec l'intelligence collective, parce que moi, je trouve que c'est vraiment un levier super puissant, et c'est ce qui m'éclate. Ça fait partie des choses qui m'éclatent le plus dans mon taf. C'est aussi la force de se reconstruire, une certaine résilience. Vous savez, là, dans l'image qui est là, si celle du bas se casse la jambe, peut-être qu'il ne faut pas la remplacer elle, il faut peut-être remplacer une autre personne, et c'est une autre personne du groupe restante qui va prendre sa place. En fait, il y a quand même un côté assez systémique, et c'est ça que je trouve assez intéressant lorsqu'on fait de la gestion d'équipe, c'est qu'on ne remplace jamais une personne par une autre. En fait, à partir du moment où il y a une personne qui sort, une personne qui rentre, en fait, c'est l'ensemble de l'équipe qui est bouleversée. Donc la performance agilité, c'est être capable de se reconstruire. Et pour moi, ça fait partie d'un des rôles essentiels du Scrum Master ou du coach, qui fait partie justement du travail invisible et pas forcément toujours valorisé du Scrum Master. Alors c'est aussi apprivoiser l'incertitude. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde où on est en train de travailler avec une certaine dose d'incertitude. C'est pour ça qu'on fait de l'agilité. Et finalement, c'est peut-être votre force à vous, là, qui êtes tous présents ici, c'est qu'on est quand même capable de gérer cette incertitude. Il faut qu'on apprenne à l'accepter sans stress. Il faut véhiculer ça dans l'équipe, le fait qu'ils puissent ne pas stresser face à ça, le transformer en une véritable compétence, mais aussi la réduire, évidemment. Le but, c'est de ne pas être toujours dans un brouillard, mais plutôt faire en sorte qu'il puisse se dissiper. Hein. Le but, c'est aussi de la réduire, bien sûr. Julia Rosowski avait dit, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Aristote, que les facteurs de performance sont dans les liens invisibles. J'adore cette phrase. La performance d'équipe dépend des interactions et des dynamiques interpersonnelles qui sont cruciales pour le succès collectif. Et c'est vrai qu'en fait, tout se joue sur de l'invisible. Il n'y a rien de méthodique en fait dans tout ça. J'ai vu une conférence à Agile Grenoble où il y avait une conférence là-dessus qui était vachement intéressante, où il y avait une personne qui avait dit quand on rentre dans une équipe ou dans une organisation et que l'ambiance est moisie, ça se sent dès le début. Pourtant, on ne sait pas forcément l'exprimer, on ne sait pas forcément pourquoi. Généralement, c'est que c'est voué à l'échec, hein, quand ça pue un petit peu comme ça. Ça vous parle peut-être? Bon, pas chez vous, hein, pas chez vous. Il faut savoir cultiver la transparence. Pour moi, la transparence et la confiance. Pour moi, c'est quand même ce qui est important dans la transparence, c'est de la cultiver une vraie transparence. Hein. Pas être transparent que sur ce qui nous arrange vers le client. Hein. On a quand même des fois tendance peut-être à faire ça. Hein. Il faut être transparent quand il y a les choses, lorsqu'on a des difficultés, peut-être pour demander de l'argent en plus, hein, des fois c'est ça, mais aussi être transparent lorsque finalement ça se passe mieux que prévu. Et moi en fait, c'est comme ça que j'essaie de travailler avec mes clients, c'est comme ça que j'arrive à gagner de la confiance, et c'est comme ça où j'arrive à justement avec cette confiance à mettre en place des frameworks agiles.
c'est souvent cette confiance qui permet de passer d'un mode forfaitaire à un mode agile, généralement. Ça se passe comme ça. Je n'ai jamais eu des clients où j'ai commencé à leur imposer de l'agilité. Généralement, ça se passe plutôt mal. Autre point, c'est être capable de développer son intelligence émotionnelle. Et ça, c'est pas forcément facile. Hein. Ça, c'est pas forcément mon point fort, je l'avoue. Peut-être qu'en vieillissant, c'est quelque chose que j'ai tendance à m'améliorer. En fait, quand il nous arrive des merdes dans la vie, on arrive mieux à comprendre quand ça arrive aux autres. Et quand on est jeune, souvent, on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, c'est être capable de montrer de l'empathie vers tous ces membres de l'équipe, être capable de répondre à leurs besoins. C'est tout ça, en fait, qui est important. Être reconnaissant, en leur apportant un soutien approprié. En fait, sans ce soutien, en fait, une équipe, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Alors ça, c'est peut-être aussi une des conclusions du projet Aristote, en fait. Ce qui est important, c'est la sécurité psychologique. Alors, il y a plusieurs formes. Hein. C'est être capable d'encourager la communication ouverte sans crainte du jugement. Ça, c'est important. Valoriser l'expérimentation et l'apprentissage, ce qui est important, semblable en cas d'échec. Et puis, toujours une question de soutien et de respect. J'aime beaucoup cette image, en fait, de cet artiste, parce qu'en fait, on voit tout le rôle du filet. Et en fait, le filet, ça lui a apporté deux choses. En fait, déjà, ça lui a permis d'échouer pour qu'elle puisse s'améliorer. Mais pour moi, ce qui est surtout important dans ce filet, c'est qu'elle a le droit d'échouer. Et pour moi, c'est ça qui est important dans une équipe. C'est de donner le droit d'échouer. Ce n'est pas la succession d'échecs qui permet d'arriver à la réussite, comme l'a dit je ne sais plus qui. C'est souvent, pour moi, c'est surtout le droit d'échouer pour réussir. Ah, les discoachs. Alors, le plaisir de travailler ensemble, moi, je pense qu'à partir du moment où on prend du plaisir dans son taf, je pense que c'est tout simple, quoi. C'est ça qui nous donne envie de travailler. C'est le bien-être, un certain équilibre, respect entre la vie perso et la vie professionnelle, l'aménagement bienveillant, l'environnement positif, la reconnaissance et la valorisation. Alors, la reconnaissance, j'insiste là-dessus, hein, ce n'est pas forcément la reconnaissance entre le manager et le manager, hein, c'est aussi la reconnaissance qui va se cultiver entre les pairs d'une équipe. Moi, quand je fais... alors, je ne suis plus trop Scrum Master, mais je fais toujours des ateliers de facilitation. Je ne sais pas, c'est un exemple tout simple, comme ce que vous connaissez forcément, le speedboat, des choses comme ça. Moi, je mets toujours un petit soleil pour valoriser une certaine reconnaissance, quoi. Faire en sorte que des gens de l'équipe disent moi, je remercie telle personne de mon équipe parce qu'elle m'a aidé, elle m'a soutenu à faire telle chose. J'essaie toujours, dans tout atelier, de travailler sur la reconnaissance entre les membres de l'équipe. Et ça, c'est très, très, très puissant. Est-ce que ça t'arrive que des gens ne mettent rien, justement, sur le soleil ? J'arrive toujours à faire en sorte qu'ils mettent quelque chose. Alors oui, j'ai cité Steve Jobs. Le seul moyen de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites. Il n'a pas dit que des conneries, ce gars-là. J'avais envie de citer cette phrase. Alors c'est bien gentil, je vous ai dit plein de trucs, machin, plein d'axes et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement, en fait, pour que ça marche ? La rétrospective, normalement, vous connaissez tous. Hein, ce moment où on essaie de faire un pas de côté, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles actions on pourrait faire, comment on peut s'améliorer, essayer de tendre vers l'agilité, parce que pour moi, l'agilité est plus un objectif inatteignable. Voilà, on n'est jamais agile, on peut toujours être plus agile. Donc la rétro, vous connaissez. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais quand même, ce que j'ai fait, je l'ai testé, ça marche pas mal. Vous connaissez certainement le Squadel Check, le modèle bien partagé de Spotify de rétrospective. Moi, je l'ai fait avec les thèmes que je vous ai présentés jusqu'à présent. J'ai fait des cartes thématiques, la transparence, incertitude, l'équilibre, confiance, priorisation, discipline, cohésion, empathie, plaisir. Et puis, j'ai des cartes de vote. Et donc, j'interroge en fonction de ces thématiques-là. Et puis, les gens votent et ça permet de voir s'il y a des points à améliorer et ouvrir les discussions sur ces différents sujets. Alors, je l'ai fait, ça marche plutôt pas mal, quoi. Et ce qui est assez sympa, un peu comme le Squadel Check, c'est que si vous refaites l'exercice 3 mois plus tard, ça permet de voir si des choses qui étaient un peu sensibles à une période se sont améliorées. Donc, si vous voulez, je partage ça, si vous voulez.
Ah, qu'est-ce qui m'avait parlé du tigre ou du lion? Non, C'était l'éléphant. C'était l'éléphant. Ouais. Ah non, j'étais câblé animaux. Voilà. Il y avait les dompteurs, ouais. Il y avait les dompteurs là-bas, il y avait l'éléphant ici. On n'était pas loin. Ouais, c'est vrai. Autre clé du changement, c'est le fait de pouvoir évoluer, de pouvoir changer de paradigme, de casser les cultures. Savoir se remettre en question, reconnaître ses erreurs, et puis aussi abandonner à temps. Finalement, l'agilité, c'est ça aussi. C'est expérimenter et puis se donner le droit d'arrêter et faire les choses complètement différemment. Alors j'ai mis cette image-là, je l'avais racontée à Grenoble la dernière fois, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué. C'est qu'il y a une entreprise pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, qui fabrique des avions sur Toulouse. Je ne vais pas vous citer quelle entreprise. Bref, qui m'avait offert des billets pour aller voir un spectacle de cirque. Et donc moi, du coup, j'avais vu ça. J'ai vu des pauvres animaux monter sur des tabourets. Alors je m'étais senti, je me rappelle, parce que moi je m'étais senti particulièrement honteux. J'étais super mal à l'aise de vivre cette expérience. Je me demandais vraiment ce que je foutais là-dedans. Et là où je leur en veux, c'est que je trouve que c'est inadmissible d'être membre du CE et d'avoir distribué autant de billets pour promouvoir la connerie pareille. Alors aujourd'hui, c'est heureusement, le cirque alors c'est peut-être la loi qui l'a un petit peu poussé, a changé un peu son paradigme. Maintenant, aujourd'hui, c'est interdit, et heureusement. Alors, peut-être que nous aussi, on pourrait aussi se réinventer. Autre clé du changement, c'est d'adopter un leadership inversé, un petit peu façon tarte tatin. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, je suis peut-être plus vieux que certains d'entre vous, mais j'ai commencé, j'étais développeur. Après, je suis passé chef de projet. Et quand je suis passé chef de projet, j'avais envie que les choses soient faites un petit peu comme moi, j'aurais voulu que ça soit fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, quoi. J'avais du mal à faire confiance à mon équipe, à la laisser s'exprimer, parce que je pensais être le détenteur de la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai 50 ans, et comme je suis complètement largué, je leur fais absolument confiance, et ça marche beaucoup mieux. Donc c'est être capable de faire confiance à son équipe, et surtout accepter que les choses ne soient pas faites comme vous les auriez faites personnellement. Et ça, c'est une phrase que je dis souvent, surtout à des personnes qui ont du mal à déléguer. Quelque chose qui est important aussi pour réussir, c'est tout simplement de privilégier la simplicité. Alors moi, j'aime beaucoup cette photo. C'est une artiste de cirque. Alors, c'est Stacy Garibaldi. Et en fait, elle, dans ce numéro, elle monte à l'échelle. Et pour monter à l'échelle, alors je suis désolé, parce que là, j'aurais dû couper. Elle, pour monter à l'échelle, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'une échelle et de beaucoup d'agilité. Elle n'a pas besoin de certification ou tout un tas de merdiers compliqués pour être complètement safe au-dessus de son échelle. Elle avait mieux marché à Grenoble, celle-là. En tout cas, j'aime bien beaucoup la phrase d'Alexandre Boutin, c'est de commencer par décomplexifier plutôt que de vouloir gérer la complexité. Et ça, je pense que c'est le meilleur des conseils. De toute façon, Alexandre Boutin vous le connaissez, est une grande référence et qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire encore aujourd'hui beaucoup. Et j'adore cette phrase. Il est aussi présent sur l'événement si vous avez envie de discuter avec lui. Il nous fait l'honneur d'être là. Il nous fait l'honneur de sa présence. Alors ça, vous connaissez, c'est les phrases du manifeste, c'est les valeurs. Mais en fait, il y a des valeurs sur les interactions. Il y a des valeurs aussi sur les interactions, la collaboration avec le client. Mais moi, en fait, j'aurais envie de rajouter, si je peux me permettre, une 5e valeur. Ce serait plutôt que la collaboration dans l'équipe, plus que la coopération dans l'équipe. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément la différence, coopérer, c'est déjà pas mal, parce que c'est travailler chacun pour un objectif commun, alors que la collaboration, c'est travailler ensemble pour un objectif commun. Et le mot « ensemble » fait toute la différence. Et le mot « ensemble » n'est pas facile à obtenir. Alors j'ai envie de vous parler un peu d'influence et de manipulation. C'est vrai que vous êtes des agilistes, vous êtes dans la bienveillance.
Et moi, je pense que des fois, dans la malveillance, il y a un enseignement à tirer. Donc, je me suis un peu intéressé à tout ce qui va être manipulation. Il y en a parmi vous qui connaissent Cialdini. Cialdini, il a écrit un best-seller, hein, Influence et manipulation. Je vais vous faire le résumé du bouquin. Il a fait une thèse là-dessus et en fait, il a défini qu'il y avait 6 principes de manipulation et d'influence. Alors, il y a la réciprocité, l'engagement, ou qu'on appelle aussi cohérence, la rareté, l'autorité, la sympathie, la preuve sociale aussi qu'on appelle le consensus. Et en fait, c'est les seuls véritables principes de manipulation. Alors, je vais vous donner un exemple qui illustre. C'est la réunion Tupperware, par exemple. Vous avez déjà entendu parler. Vous savez, le principe, c'est que vous allez chez des amis ou d'amis d'amis pour acheter des trucs en plastique de la marque Tupperware. Et ça se fait en vente privée. Alors en fait, il y a le premier biais, en fait, parce que cette technique de vente touche toutes les cases, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a déjà la réciprocité. En fait, dans les réunions Tupperware, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous offrir une petite merde en plastique. Et en fait, du coup, vous allez vous sentir un petit peu redevable et ça va vous inciter à acheter un petit truc aussi de plus grande valeur à votre tour. Il y a aussi une histoire d'engagement ou de cohérence. À partir du moment où vous allez vous poser une demi-journée, où vous allez vous bloquer un samedi après-midi pour aller chez des amis d'amis, vous bloquer dans une cuisine ou dans un salon pour entendre un déballage de trucs en plastique pendant une demi-journée, à partir du moment où vous aurez fait cet effort-là, ça va être difficile pour vous finalement de ne pas acheter et de ne pas être cohérent avec vous-même. C'est ce qu'on appelle l'engagement. Il y a aussi la rareté. Certainement que les vendeurs vont vous dire qu'il n'y a que dans ces ventes privées que vous pouvez acheter ces articles. Ils ne sont pas disponibles ailleurs. Et donc, du coup, la rareté, ça va vous inciter aussi à acheter. Ça va vraiment vous manipuler. Et puis, autre biais de manipulation, ça va être l'autorité, par exemple. L'autorité, ça va être que vous allez découvrir que les Tupperware sont utilisés par des stars internationales comme Marie-Ange Nardi ou Madonna, je ne sais pas. Donc du coup, vous allez avoir envie de vous identifier et vous allez avoir aussi envie d'acheter ces trucs-là. Il y a aussi la sympathie qui va rentrer en jeu parce que vous allez être avec des amis et puis ça va être une ambiance agréable. Il y a l'hôte de service qui vous va faire des petits gâteaux et puis tout ça, ça va être sympa. Ça va tellement être sympa que ça va vous inciter à acheter. Et enfin, il y a ce mécanisme de preuve sociale où finalement, à partir du moment où des amis à vous, avec lesquels vous vous identifiez, vont acheter des trucs, et vous allez être embarqué dedans et ça va faire consensus. Vous allez aussi acheter à votre tour. Voilà, donc la réunion Tupperware, c'est vraiment un exemple type de manipulation. Alors finalement, tous ces objets, tous ces vecteurs, tous ces facteurs de manipulation, est-ce que ça ne serait pas finalement des moyens efficaces de rendre nos équipes plus efficaces? J'ai dit 2 fois le mot efficace. Alors je vous propose de voir si finalement on ne les retrouve pas dans nos frameworks agiles, tout ça. La réciprocité, on peut la retrouver également, mais de manière bienveillante. C'est qu'à partir du moment où vous encouragez les gens, vous les autorisez à s'aider mutuellement. Lorsque vous cassez les silos, un peu comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec la vélocité, à partir du moment où des personnes vont aider d'autres personnes, les personnes aidées vont pouvoir aider à leur tour. C'est le même mécanisme, en fait, en bienveillance que vous pouvez mettre en place. Ça va valoriser l'esprit de collaboration. L'engagement et la cohérence. Alors ça, le Scrum Guide sait très bien utiliser ce truc-là et le manipuler, parce que finalement, en redescendant l'engagement au niveau des équipes et pas au niveau du management, c'est l'équipe qui s'engage. Et donc, du coup, elle va être auto-incitée et ça va aussi la motiver à finalement arriver à ses propres objectifs. La preuve sociale ou consensus, on va le retrouver aussi. À partir du moment où vous mettez en valeur les réussites de l'équipe, que vous montrez tous les succès passés, à ce moment-là, vous allez créer un sentiment d'appartenance dans les équipes et ça va les motiver, en fait, ce sentiment d'appartenance en tant qu'acteurs de la réussite. Ça va les inciter également à leur tour à
à être plus efficaces dans leur travail, plus motivés. Alors l'autorité, le mot, il est un peu compliqué. On va plutôt parler de leadership. À partir du moment où il y a un leadership clair et efficace, et ben c'est ça qui va inciter les équipes et va les diriger et les motiver. La sympathie, moi ça me semble assez évident en fait. C'est qu'à partir du moment où il y a des relations de confiance, de sympathie, une ambiance agréable dans votre équipe, bon, bah, vous allez créer ce renfort de collaboration et de motivation, bien évidemment. La rareté, c'est aussi un levier vraiment efficace. Hein. Quand vous faites enfin une livraison, que vous avez galéré pendant des mois, qu'on arrive à corriger un bug très complexe, à implémenter une feature, à faire un PI planning ou je ne sais pas quoi, n'importe quelle cérémonie peut-être compliquée, où il y a eu beaucoup d'efforts, c'est important de célébrer. C'est important d'inviter l'équipe au restaurant, de la féliciter. Voilà, c'est important de jouer sur cette rareté. Pour stimuler l'effort collectif. Et pour terminer, moi je voulais partager, je ne sais pas, Timekeeper, il reste combien de temps? Je suis bien ou pas? 10 minutes, donc t'es plutôt pas mal. Ouais, donc c'est à peu près bien. Je vais vous partager un dernier secret pour booster l'intelligence collective. Alors on va tout doucement quitter un petit peu l'univers du cirque, vous allez voir. Mais j'ai envie de vous faire participer, j'ai envie que vous trouviez. À votre avis, je vais prendre l'exemple des abeilles. C'est quoi en fait le secret de leur intelligence collective? C'est vrai qu'une abeille toute seule n'est pas forcément, je ne veux pas dire pas intelligente, mais c'est surtout la ruche, c'est surtout cette collaboration dans cet insecte qui fait qu'ils arrivent à faire quelque chose de formidable. Alors à votre avis, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est quoi le secret des petites abeilles que vous pourriez réutiliser dans votre organisation? Elles sont d'accord sur la façon de survivre, ouais. Même objectif, ouais. Elles ont des rayures. Mais oui, c'est vrai, elles ont des rayures, c'est vrai. Merci de cette observation. Mais en même temps, c'est pas faux. On essaye de me soudoyer pour avoir la réponse. Il n'y a qu'un seul chef? Je suis pas sûr. La reine? Ouais, la reine, parce que c'est comme la reine d'Angleterre, c'est symbolique, non? Chacune d'entre elles est là pour quelque chose. Il cherche où je suis. Attends, tu es là? Ah, pardon. Chacune d'entre elles sait ce qu'elle doit faire et quand l'une faillit, les autres suppléent. Ah ouais, elles ont chacun un rôle, ouais, c'est intéressant, ouais. Quoi d'autre à votre avis? Elles dansent pour communiquer. Elles dansent pour communiquer. Ah ouais. Peut-être que ça peut être une piste intéressante et qu'on devrait mettre en place plus de karaoké et de trucs comme ça dans nos organisations. Elles parlent le même langage. Elles parlent le même langage. Ah ouais, c'est vrai que la communication est effectivement très importante. C'est pas ça que je voulais vous dire. En fait. Moi, j'entends un truc, j'entends elle. Ah ouais, c'est vrai. Tu peux nous aiguiller un peu? C'est vrai ce que tu dis, c'est pas bête. Parce qu'en fait, ces abeilles, effectivement, si on devait leur donner des prénoms, bah, peut-être qu'on les appellerait Anne, Alison, Rebecca. Oh, tiens, Rebecca. Julie, Rachel, Charline, Van, Stéphanie, Julie, Cindy, Mimi, Isabelle. Je me suis amusé à leur donner des prénoms pour remarquer quelque chose. Femme dans le lot, c'est ça? Vas-y. La clé de la réussite, c'est la féminité là-dedans, c'est ça? Plus il y a de femmes, plus ça marche? Je me lance, hein. On est en fin de journée, je me permets. C'est intéressant. Et en fait, tu as raison. En fait, dans les ruches, ils sont capables de sectionner le sexe des abeilles. Et en fait, pour que ça fonctionne bien, pour booster l'intelligence collective, en fait, il faut qu'il y ait un minimum de mâles. En fait, il n'y a besoin que de 5% de mâles. En fait, comme les mâles sont moins efficaces, eh bien, alors là, c'est là où j'en vois qui font « je ne suis pas d'accord », il y en a qui font « ouais ». Comme les mâles sont moins efficaces, on gère le quota pour qu'il y ait juste le strict nécessaire pour assurer la reproduction et la survie de l'essaim.
Et donc, du coup, il y a effectivement une majorité de femmes. Je me permets de le questionner, c'est transposable dans le mode humain? Justement, quel enchaînement! Il y a une étude du MIT qui a été faite par le professeur Malone qui montre qu'en moyenne, alors attention, je parle bien de en moyenne, que les équipes féminines, enfin plus il y a de femmes dans une équipe, plus l'équipe est efficace. Alors non, ça va pas être, tu vas voir, attends. Je vais aller au bout de mon propos, tu vas voir. En fait, ce qu'il s'est rendu compte, en fait, c'est que les femmes avaient, en moyenne, je dis bien en moyenne, je ne dis pas de manière exhaustive, hein, mais en moyenne, les femmes ont une meilleure communication. Elles ont une plus forte intelligence émotionnelle. Et en fait, c'est important. Il y a Henri, il dit que c'est parce qu'on papote trop. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. En fait, donc j'ai le lien, si vous voulez. Je vais vous partager l'étude, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il montre qu'il y a une vraie proportionnalité enfin, entre le nombre de femmes et l'intelligence. Alors moi, en fait, je me dis que, attention, c'est important aussi la diversité, bien entendu. Mais moi, je m'invite à cette réflexion. Aujourd'hui, on travaille dans des métiers de l'informatique où il y a très peu de femmes. Il n'y a que 15-20% de femmes. Et bien, moi, je m'interroge. S'il y avait plus de femmes et si on arrivait à faire une parité, est-ce que l'intelligence du groupe serait plus efficace? Et moi, je pense que oui. Mais ça, c'est mon avis. Alors, tout à l'heure, je vous l'avais dit, hein, le groupe est supérieur à la somme des individus qui le composent. C'est une phrase de Lewin. Et moi, j'ai répondu par une connerie, vous vous rappelez? J'ai dit oui, mais pas forcément, ça dépend d'autres trucs. Et là, j'ai envie d'apporter une réponse, cette fois-ci, un peu plus intelligente. Pour moi, la force du collectif ne repose pas uniquement sur la somme des individus, mais peut-être aussi sur l'inclusion et la diversité. Alors, pour terminer, je vais vous laisser avec une question. Et on va partir là-dessus. C'est quelle force pourrions-nous atteindre s'il y avait plus d'inclusion et de diversité dans nos métiers, dans nos équipes? Et c'était ma dernière phrase. Je sais que c'est la dernière session de la journée, mais je vais quand même en profiter, parce que ce n'est pas terminé, pour vous remercier déjà de votre présence, et pour vous souhaiter un très bon Agilil 2025. Et merci de votre présence. On a 5 petites minutes si certains ont des questions. Où il y a des garçons qui ne sont pas d'accord. Non. Alors on est d'accord, hein, c'est pas féministe, hein, ce que je vous dis. Hein. Je parle surtout d'inclusion et d'équité. Il est allumé, ça marche. En tout cas, un grand merci pour cette conférence. Merci d'être venu déjà, c'est décourageant. Non, écoute, je vais tutoyer. Si je suis venu, c'est que ça me plaît. On m'a pas forcé. Ouais. Pour une fois, qu'on me force pas. Non, par rapport à ce que donc la partie juste avant le final, juste peut-être un complément. Moi, je rajoute souvent dans le travail que je fais avec les équipes, c'est le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que tout doit aller vite. On s'aperçoit que dans nos métiers, je suis coach agile, j'ai un peu d'expérience comme toi, on néglige ça, c'est-à-dire qu'on veut tout de suite. Et en fait, cette impatience crée l'indiscipline, c'est-à-dire qu'on grille le truc. Et du coup, on est déçu parce qu'on se dit ça marche pas ou ça marche mal, etc. Et donc, quand tu parlais de discipline, c'est vrai que c'est une vraie discipline, ce qu'on fait dans nos métiers. Et moi, voilà, je rajouterais juste cette notion de temps. Alors, on peut appeler ça du temps long, on met un peu ce qu'on veut derrière. Mais ce n'est pas un outil. Et du coup, ça vient un peu englober tout ce que tu dis aussi sur le reste de cette conférence, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, en tout cas, merci. Et merci. C'est vrai que le temps est un vrai problème. Aussi, gérer des fois le sentiment d'urgence de certains clients. En fait. Parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter, mais pas forcément répondre systématiquement aux urgences. Il y a aussi ça, parce que ça génère aussi un effet négatif, quoi. Elle me fait faire des allers-retours. J'étais à côté d'elle, mais tu vois, là, tant que je parte de l'autre côté, quoi. De toute façon, tout est de la faute à tonton Henri.
Tu parlais dans tes premières slides, en conditions, en tout cas, qu'on devait arriver à gérer, ou en tout cas à accueillir l'incertitude sans stress. Ouais. Question pragmatique, comment tu t'y prends? Alors, c'est pas évident, mais en fait, je crois que c'est surtout un changement au niveau de la culture, en fait, finalement. C'est d'expliquer que le changement est normal, fait partie de notre métier, qu'ils doivent l'accepter favorablement. En fait, c'est surtout les déculpabiliser par rapport à ça, quoi, en fait. C'est surtout un travail un peu de fond et de culture. Je ne sais pas trop de trucs précis. Ouais. Ah oui, alors, attends, justement, là-dessus, pour répondre à ça, en fait, c'est que je ne l'ai même pas dit, en fait, mais c'est une copine à moi, c'est Amina Bourguiba, elle a fait un bouquin, justement, sur l'incertitude, apprivoiser l'incertitude, et elle parle vraiment de ça. Donc, voilà, je peux te conseiller ce bouquin. Un grand merci, parce qu'effectivement, on gère tous l'incertitude, juste il y a des jours où on l'accueille mieux, niveau stress, que d'autres. Alors, s'il y a encore une dernière question, mais ça sera la dernière. Écoute, merci Johnny. Merci à vous, à bientôt. Et aussi, l'idée, c'est venez me voir pour discuter. Hein, voilà, ça ne s'arrête pas là, les questions, on échange avec grand plaisir.